Bonjour à tous et bienvenue pour la correction de la capsule de la séance 6 puisque je vous avais demandé d'effectuer des activités sur deux des textes de cette séance-ci. Je me permettrai du coup de faire une correction sur l'ensemble des textes puisqu'à mon sens chacun des textes vient éclairer la princesse de Clèves dans sa globalité. Donc je vais me passer de vous faire un rappel du cours, le 1 et le 2 ne seront pas ici évoqués. Donc nous passons tout de suite à la lecture puis à la correction de chacun des textes. Donc en guise de correction, je vous propose d'abord que ce texte est le début du roman. La princesse est mariée, elle a rencontré le duc de Nemours, elle en est tombée amoureuse et donc du coup sa mère est sur son lit de mort. Ce qui est assez intéressant et assez exclusif, c'est que l'aveu ne se fait pas par la princesse elle-même, mais par un tiers, c'est-à-dire sa mère. Donc en vérité révélée, c'est la passion de la princesse qui s'est révélée. Les personnages et les circonstances originales sont les suivantes, c'est que non seulement en présence de la princesse et de sa mère, mais en fait ce n'est pas la princesse qui s'avoue sa passion, mais c'est sa mère qui lui permet d'en prendre conscience. Et du coup c'est sa mère qui paradoxalement va permettre à cette passion de se libérer. Les conséquences évidemment sont évidentes, la passion est officialisée, elle peut donc exister, et la princesse maintenant doit vivre avec sa passion. On a tellement d'enjeux dans ce début dans ce premier aveu. D'abord, on a un enjeu romanesque, c'est-à-dire dramatique, parce qu'il va donner une réalité à la passion de la princesse, et donc du coup, c'est le moment où la passion va prendre son essor, ce qui va démarrer le roman. Et évidemment, dans la bouche de Madame de Chartres, qui est un modèle de vertu, il y a une dimension morale à cet aveu, dans le sens où cet aveu sonne comme une alerte à sa fille, et elle, ce que je disais tout à l'heure, elle renvoie sa fille à ses propres devoirs, comme en témoigne le verbe devoir. Passons au texte numéro 2. Avec le texte numéro 2, en contexte, on peut se mettre qu'on est à Coulommiers, qui est habituellement un lieu de retraite pour la princesse, donc un lieu de sincérité qui se retrouve à l'écart de la cour, où justement à la cour on est obligé de feindre notre psyché et nos émotions. Donc là, la princesse est dans un lieu de sincérité et elle se trouve du coup en compagnie de son mari. Ils sont en pleine discussion. Ils s'interrogent sur le fait que la princesse ne veuille pas retourner à la cour. La particularité de cet aveu, c'est que c'est un aveu forcé et que c'est un aveu qui va être double. Vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, je vous fais la lecture du texte. Donc j'en suis bien à la deuxième ligne du tableau. Donc la princesse ici révèle sa passion à son mari qui force son aveu. Évidemment, elle est obligée de parler. La princesse, évidemment, c'est un aveu forcé. Ce qui est d'original, c'est que le prince force la princesse à se livrer, mais aussi que le duc de Nemours est caché, qu'il épie la scène, et donc lui va voler un aveu. D'accord. C'est une scène très théâtrale, je vous l'avais dit. La Madame de Lafayette écrit en pleine période du 19e siècle, 17e siècle, siècle du théâtre, particulièrement de la tragédie. Et il est évident que, comme Racine pourrait le faire dans Phèdre par exemple, on théâtralise énormément, Madame de Lafayette théâtralise énormément son texte. Les conséquences de cet aveu sont les suivantes. Non seulement le discours de la princesse révèle et en un sens trahit sa passion, mais aussi, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, son corps aussi la trahit, dans le sens où elle perd la maîtrise d'elle-même, elle se met à pleurer. Le prince aussi est particulièrement odieux parce que, je vous ai souligné tout à l'heure, hors de lui-même, et il faillit à la bienséance, à la galanterie, ne relève pas sa femme, preuve qu'il ne se maîtrise plus non plus dans les conventions habituelles de la relation homme-femme, mari-femme. L'enjeu est évidemment dramatique ici, puisque le mari, comme l'amant de la princesse, apprennent la passion de la princesse. Elle est donc piégée. La princesse se trouve piégée de sa propre passion. Madame de Lafayette illustre donc
parfaitement son propos moraliste, puisque le sentiment qu'est la passion ne vous empêche d'être libre de vous-même. C'est une vision purement janséniste, mais aussi une vision précieuse, puisque dans la préciosité, l'amour, la passion ne sont pas des choses regardées de manière très positive. Il vaut mieux une amitié platonique, dit-on chez les précieuses. Voilà, on passe à l'aveu numéro 3, que vous n'aviez pas à travailler, il me semble. Ici, le prince de Clèves déclare son amour à la princesse alors qu'il est sur son lit de mort. D'accord ? C'est un aveu un peu particulier parce que c'est à la fois un aveu et à la fois une déclaration, enfin une accusation autant qu'une déclaration. Il accuse la princesse d'être infidèle par erreur. Parce qu'il n'a pas voulu entendre l'homme de main qui lui rapporte l'aveu numéro 4 de la princesse. Donc vous verrez, j'ai échangé l'ordre des aveux simplement pour vous mettre en évidence cette erreur de la part du prince. Donc cet aveu est très particulier dans le sens où c'est à la fois une accusation, à la fois une déclaration. Donc je vais vous faire la lecture du texte. Alors voici l'extrait qui correspond à l'acmé de notre roman, où la princesse est seule à Coulommiers. Et il se situe juste avant le précédent aveu qu'on a évoqué ensemble. Je voudrais juste vous faire une remarque du reste. Quand on a évoqué l'aveu de la princesse à son mari sur une passion qu'elle aurait pour un homme, sachez qu'elle ne révèle pas d'elle-même l'identité de M. de Nemours, mais que par un jeu de non-dits, le prince de Clèves sous-entend l'idée qu'il serait question de M. de Nemours, ce à quoi elle acquiesce. Et donc, en ce sens, son mari apprend que c'est M. de Nemours l'homme qu'elle aime, et M. de Nemours apprend, par le non-dit de la princesse, le fait qu'elle acquiesce, qu'il s'agit de lui, qu'il est aimé. Bon, en dehors de tout ça, et après cet aveu-là, il se produit un aveu muet de la part de la princesse alors qu'elle est à Coulommiers. Donc, à nouveau, lieu de retraite, dans lequel, normalement, l'intimité n'est jamais révélée. Donc, pour la deuxième fois, la princesse se voit usurpée au niveau des aveux, puisque à nouveau le duc de Nemours est caché et observe la princesse. Ce que cet aveu a de particulier, c'est que en plus de ça, c'est un aveu qui est muet. Ce qui est assez surprenant dans la mesure où un aveu, c'est le dévoilement d'une vérité le plus souvent par la parole. Et là, ce n'est pas le cas. Donc on a la princesse qui est seule à Coulommiers, lieu de retraite, vous allez voir. Alors quand je l'ai expliqué dans la lecture linéaire, c'est un lieu dont Madame Lafayette fait une assez longue description, ce qui est assez surprenant de sa part, parce que étant une championne de l'intrigue ramassée, elle fait assez peu de descriptions en réalité, et pour une fois qu'elle le fait, elle rend le lieu inatteignable comme un lieu merveilleux. Et ça, c'est assez étonnant. Bref, je laisse de cette remarque de côté. Donc le duc l'observe, il l'observe dans sa pleine intimité, à son insu, et vraiment, il lui vole son aveu. Le duc peut apparaître à la fois comme un homme galant qui va voir sa dulcinée, mais dans un autre côté, il peut aussi être vu comme un voyeur qui usurpe l'intimité de quelqu'un. Bon, donc je vais vous faire la lecture de l'extrait. Donc revenons à l'élément de corriger. Donc dans l'aveu numéro 4, aveu muet, volé et triple, la princesse vit sa passion et elle se l'avoue donc à elle-même. Hein. Il y a une dimension psychologique ici. Hein. Et sans le savoir, elle avoue sa passion à un, voire plusieurs tiers, c'est-à-dire le duc de Nemours et l'homme qui est venu là pour les pieds pour son mari. Donc nous rappelons, il y a donc
3 personnages en présence. Il s'agit donc d'un triple aveu. La princesse s'avoue sa passion, mais elle déclare aussi sa passion au duc, qui l'observe, et elle se trahit aussi parce qu'un homme envoyé par le prince l'observe. D'accord ? Cet aveu est silencieux, en plus d'être usurpé, c'est-à-dire volé. La princesse est trahie par sa passion à plus d'un titre, ne serait-ce que parce qu'on l'observe sans qu'elle se rende compte, mais aussi elle est trahie par son corps, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est aussi trahie par sa rêverie, qui est percée à jour, notamment à cause des objets qui sont relativement symboliques ici. La canne, plus le portrait du duc, renvoie au duc lui-même, plus la couleur des rubans, sachant qu'on peut voir aussi des éléments de compréhension sur les rubans, ce dont j'ai parlé dans la lecture linéaire. Dramatiquement, ce passage est fondamental dans le sens où il va raviver la passion de deux hommes. Ce passage va déclencher la jalousie du prince, qui va entendre seulement une partie de ce que va lui raconter son homme demain, et donc va croire en la tromperie de la princesse, ce qu'on a vu dans l'avant-avant-dernier passage. Ensuite, la passion du duc va s'enflammer de plus belle, puisqu'il va se rendre compte que effectivement la princesse l'aime à en mourir. Et du côté de la princesse, on vit un des plus beaux moments de l'expression de sa passion, de manière totalement libre pour une fois. Je vais prendre la suite du tableau si vous permettez. Donc c'est un des rares moments où la passion est vécue et par l'esprit de la princesse et par son corps de manière totalement libre, alors que on verra dans la suite du roman, après la mort de son mari, elle va sans cesse réfréner sa passion. Ça va pas marcher du premier coup, on va le voir dans les premiers moments où elle va rejeter le duc de Nemours, on va bien entendre son dilemme à la princesse, mais globalement, à la toute fin du roman, elle a réussi à éradiquer la passion. Dernier texte que je vous ai proposé, l'aveu numéro 5. Il s'agit de la deuxième rencontre intime entre la princesse et le duc. À nouveau, c'est grâce au vidame que cette rencontre est permise, puisque pour la première fois, c'était parce qu'il fallait co-rédiger une lettre que le duc de Nemours et la princesse étaient ensemble. Et bien là, donc c'était une lettre qui était initialement envoyée par le vidame. Et bien là, c'est le vidame qui réunit la princesse et le duc de Nemours après la mort du mari de la princesse. Mais pour une fois, les deux amants se retrouvent ensemble, juste la princesse et le duc de Nemours. C'est une des premiers aveux intimes. C'est le premier aveu des deux amants qui, paradoxalement, et c'est ça qui est assez intéressant, aboutit à la fin de la passion de la princesse, puisqu'elle met un terme à leur relation à peine commencée en réalité. Donc on va observer la présence de la princesse et du duc, et on va observer que cet aveu est certes un aveu direct et un aveu réciproque, mais c'est aussi paradoxalement une rupture, ce qui constitue un élément dramatique assez intéressant. Donc, pour revenir à ce que je dis tout à l'heure, la princesse va laisser libre cours à l'expression de sa passion, puisqu'elle va avouer sa passion, mais en même temps, on va entendre l'ambivalence de la passion et de la raison, puisque on va ressortir son dilemme interne, c'est-à-dire que la raison et donc la morale vont finir par dominer son discours et ses actes. Elle annonce ici à demi-mot au duc qu'elle décide de rompre avec lui. Donc elle rompt avant d'avoir consommé sa passion. Du point de vue de la bienséance, la princesse va dépasser tout de même ses limites, puisqu'elle va se mettre à découvert, elle va se mettre en danger. Elle dit elle-même qu'elle ne devrait pas dire avec autant de sincérité ce qu'elle annonce au duc. Donc par le discours de la princesse, par son discours, la princesse dépasse son dilemme. On va voir que c'est encore difficile quand même de vivre avec cette passion, c'est pas tout à fait fini. Cet aveu a donc une fonction dramatique ici, car elle va conduire le duc. Sauf que ça va paradoxalement augmenter la passion du duc. On va voir qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai à vouloir renouer avec la princesse. Malgré tout, il y a aussi une fonction morale dans cet aveu, puisque la princesse va évoquer sa culpabilité et elle va, en un sens, vaincre sa passion puisqu'elle va préférer la vertu. Gros cours auquel vous avez affaire ici, avec plein de textes qui sont très intéressants et très utiles pour une dissertation. Je vous demande du coup de bien vouloir faire l'écrit d'appropriation qui est en dessous, qui à mon sens du coup vous permettra de bien vous souvenir de tous les textes et de faire le point sur l'analyse des passions. Vous verrez que je vous ferai ajouter dans votre carnet de lecteur un petit document sur la passion et son évolution.
Voici le texte 1 dont je vous fais la lecture. Donc pour rappel, nous sommes au début du roman. La mère de la princesse de Clèves, Madame de Chartres, est en passe de mourir. C'est l'occasion pour elle de faire une énième leçon de morale à sa fille et de l'avertir des dangers de la passion. Souvenez-vous que la Madame de Chartres est une femme vertueuse et qu'elle porte en elle les principes jansénistes de Madame de Lafayette. Madame de Chartres empira si considérablement que l'on commença à désespérer de sa vie. Elle reçut ce que les médecins lui dirent du péril où elle était avec un courage digne de sa vertu et de sa pitié. Après qu'ils furent sortis, elle fit retirer tout le monde et appeler Madame de Clèves. « Il faut nous quitter, ma fille, lui dit-elle, en lui tendant la main. Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination. Mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne croyez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles. Quelques affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvez obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que, si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais, si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour n'en être pas le témoin. Madame de Clèves fondait en larmes sur la main de sa mère qu'elle tenait serrée entre les siennes, et Madame de Chartres se sentant touchée elle-même. « Adieu, ma fille, lui dit-elle. Finissons une conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre, et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce que je viens de vous dire. » Souvenez-vous, à titre d'exemple, je vous avais relevé le verbe devoir qui renvoyait la princesse à son devoir et donc à la morale que sa mère lui a prescrite. On peut aussi poursuivre l'explication en faisant des remarques sur les dangers de la passion qui déjà semblent poindre à l'horizon dans la bouche de Madame de Chartres, ce qui est typique de la vision janséniste qu'elle porte. À ce titre, Madame de Chartres évoque l'idée que la princesse se trouve au bord d'un précipice. La métaphore est assez forte et assez poignante, ce qui sous-entend que la princesse court un grand danger et elle-même évoque la notion de malheur à la toute fin de sa tirade, si on peut dire, puisque elle ramène sa fille à la raison. Par deux fois on voit le terme malheur, on le voit bien sûr ici à la ligne 20, mais on le voit aussi un petit peu avant les malheurs d'une galanterie. Donc elle rattache bien le péril, le danger de l'amour à la notion de galanterie. La galanterie étant un synonyme de l'amour. Donc revenons ici à la correction. Donc je rappelle, on est en présence de la princesse et de son mari. Son mari la rejoint dans le jardin à Coulommiers et il y a une petite particularité, c'est que la princesse et son mari ne sont pas seuls, il y a un autre homme qui les observe, c'est-à-dire de Nemours, qui est caché, c'est un personnage caché, c'est la raison pour laquelle je vous avais dit que c'était un aveu double. Donc il faut bien écouter ce que dit la princesse en mesurant le fait que deux personnes l'entendent en fait. Voilà ce qu'elle dit. « Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu qu'on n'a jamais fait à son mari, mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour, et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j'avais encore Madame de Chartres pour m'aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions.
Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. M. de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même. Il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur. Là, j'ai coupé le texte. M. de Clèves a donc demandé à Mme de Clèves de lui révéler l'identité de l'homme pour lequel elle a une inclination qu'elle n'a jamais développée pour lui, puisque on sait que la princesse de Clèves n'a jamais réalisé sa passion auprès de Nemours. Voilà ce qu'elle va répondre. « Je vous supplie de ne point me le demander, répondit-elle. Je suis résolue de ne pas vous le dire, et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. » Donc jusque-là, le prince ne va pas être au courant de l'identité de l'homme que la princesse aime. Donc revenons-en à la correction. Et quelques marques à mettre sur le texte tout de même. C'est la situation dans laquelle se trouve la princesse. Son discours, elle ne le maîtrise plus dans le sens où elle va se révéler. Et comme elle ne maîtrise plus son discours puisqu'elle révèle sa passion, alors se regarder, son corps marque la passion, son visage couvert de larmes. Elle est aussi, il faut le dire, à genoux. Donc concrètement, la princesse, en même temps qu'elle se livre sincèrement, et bien cette passion se voit dans son discours mais aussi dans son corps. De même, la jalousie du prince commence à être perceptible et on voit le terme hors de lui-même. Preuve que la passion, quand elle touche le corps, désorganise les individus, à la fois dans leur corps comme dans leurs pensées. Vous versez bien des pleurs, madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez, qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, continua-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur, mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers fût si peu de suite? Pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour M. de Nemours si votre vertu n'avait pas plus d'étendue pour y résister? Je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompée. Je l'avoue à ma honte. J'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré. Que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris? J'eusse peut-être ignoré toute ma vie que vous aimiez M. de Nemours. Je mourrai, ajouta-t-il, mais sachez que vous me rendez la mort agréable, et qu'après m'avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous, la vie me ferait horreur. Que ferais-je de la vie, reprit-il, pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée et dont j'ai été si cruellement trompé, ou pour vivre séparé de cette même personne et en venir à un éclat et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous? Elle a été au-delà de ce que vous en avez vu. Madame, je vous en ai caché la plus grande partie, par la crainte de vous importuner ou de perdre quelque chose de votre estime par des manières qui ne convenaient pas à un mari. Enfin, je méritais votre cœur. Encore une fois, je meurs sans regret, puisque je n'ai pu l'avoir et je ne puis plus le désirer. Adieu, madame. Vous regretterez quelque jour un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Vous sentirez le chagrin que trouvent les personnes raisonnables dans ces engagements, et vous connaîtrez la différence d'être aimé comme je vous aimais, à l'être par des gens qui, en vous témoignant de l'amour, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. Mais ma mort vous laissera en liberté, ajouta-t-il, et vous pourrez rendre M. de Nemours heureux, sans qu'il vous en coûte des crimes. Qu'importe, reprit-il, ce qui arrivera quand je ne serai plus, et faut-il que j'aie la faiblesse d'y jeter les yeux? Madame de Clèves était si éloignée d'imaginer que son mari pût avoir des soupçons contre elle qu'elle écouta toutes ces paroles sans les comprendre, et sans avoir d'autre idée sinon qu'il lui reprochait son inclination pour M. de Nemours. Enfin, sortant tout d'un coup de son aveuglement, « Moi, des crimes !» s'écria-t-elle. « La pensée m'en est inconnue. La vertu la plus austère ne peut inspirer d'autre conduite que celle que j'ai eue, et je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous eussiez été témoin. » Donc on observe dans ce texte l'accusation du prince de Clèves envers sa femme, derrière des questions rhétoriques. D'ailleurs, les premières qui se trouvent lignes 4-5. Fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite
de me parler à Coulommiers fit si peu de suite, ce qui sous-entend que vous m'aviez annoncé votre amour pour quelqu'un. En m'annonçant cet amour-là, vous m'avez promis la fidélité dans les actions, et en fait, en réalité, c'est pas le cas. Et deuxième question rhétorique, pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour Monsieur de Nemours si votre vertu n'avait pas plus d'étendue pour y résister? Sous-entendu, vous n'avez pas eu la force morale de résister à votre passion, donc vous avez outrepassé les règles du mariage et vous avez succombé à l'amour envers Monsieur de Nemours. Il y a d'autres questions rhétoriques qui sont autant des accusations que de la part de Monsieur de Nemours des indignations en réalité. Voilà, ce sont de fausses questions. Évidemment, à la toute fin du passage, la princesse, ligne 31 jusqu'à la fin, rappelle sa vertu. La vertu la plus austère ne peut inspirer d'autre conduite que celle que j'ai eue, et je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous eussiez été témoin. On voit que il y a ici d'utiliser le subjonctif qui renvoie à quelque chose d'irréel, ce qui renvoie au fait que jamais la princesse n'aurait agi de manière négative envers son époux. Enfin, on peut remarquer aussi que, en plus d'être une accusation, en plus d'être une déclaration, puisque il lui annonce quand même qu'il l'aime. Je vous aimais jusqu'à être ligne 7, je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompé. D'accord? Mais en plus de faire ça, Monsieur de Nemours dit au revoir à sa femme. Donc en fait, ce texte a une triple fonction du point de vue romanesque. C'est donc l'extrait que vous avez en lecture linéaire. Remarquons que c'est une scène de nuit, et que cela renforce du coup l'intimité de la princesse. D'accord ? Voilà la lecture donc. Sitôt que la nuit fut venue, il entendit marcher, et quoiqu'il fît obscur, il reconnut aisément Monsieur de Nemours. Il le vit faire le tour du jardin comme pour écouter s'il n'entendrait personne, et pour choisir le lieu par où il pourrait passer le plus aisément. Les palissades étaient fort hautes et il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on ne pût entrer, en sorte qu'il était assez difficile de se faire passage. Une remarque du reste, il est question d'un il ici. Le il renvoie à un homme qui est lui aussi caché, qui est envoyé par le prince de Clèves pour observer sa femme, pour voir si éventuellement elle ne lui ferait pas infidélité avec Monsieur de Nemours. Et c'est cette scène que raconte du coup l'homme qu'envoie Monsieur de Clèves à son retour. Et Monsieur de Clèves ne veut pas entendre tout ce qu'a à lui dire cet homme-là, si bien qu'il croit que la princesse lui l'a trompé, ce qui est absolument pas vrai. Je laisse cette remarque de côté. Et je reprends la lecture. Monsieur de Nemours en vint à bout néanmoins. Sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet. Toutes les fenêtres en étaient ouvertes, et, en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule. Mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport qui lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Attention pour Madame Lafayette, c'est une scène érotique ici. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns, et M. de Nemours remarqua que c'était des mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M. de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, preuve ici que la princesse est trahie par son corps, le corps de la princesse trahit ses sentiments.
Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de messe où était le portrait de M. de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. On ne peut exprimer ce que sentit M. de Nemours dans ce moment. Voir, au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qui l'adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Donc la spécificité de cet aveu, et je vous en parlerai tout à l'heure, là, dans quelques instants, c'est qu'on a trois personnages dans cette situation. Un homme qui épie la princesse pour le prince de Clèves, le duc de Nemours qui n'a rien à faire là logiquement, et la princesse de Clèves. Donc revenons à notre élément de corriger. Je veux bien insister sur la phrase que j'ai commencé à surligner tout à l'heure, mal surlignée certes, c'est celle-ci. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur qui répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur. D'accord ? Ici, on est bien dans l'idée que la princesse est trahie par son corps. Plus haut encore, on voit que le corps révèle la passion. Elle était sur un lit de repos avec une table devant elle où il y avait plusieurs corbeilles, mais juste avant, il faisait chaud, elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Ici, la liberté du corps renvoie à la liberté de l'expression des sentiments, c'est une évidence. À nouveau, vous allez le voir, c'est le logos qui va trahir l'éros. Donc c'est l'expression du discours qui fait surgir la passion. Je prendrai le temps à quelques moments de révéler les termes en rapport avec la passion, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans la dernière VST. Voici la lecture. Il est vrai, lui dit-elle, que je veux bien que vous le sachiez, et que je trouve de la douceur à vous le dire. Je ne sais même pas si je ne vous dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous. Car enfin cet aveu n'aura point de suite, et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. Vous voyez là le dilemme qui est assez intéressant. Je fais mon aveu, mais en même temps, je vous annonce la fin, c'est-à-dire que je vais choisir la vertu. Vous n'y songez pas, madame, répondit M. de Nemours. Il n'y a plus de devoir qui vous lie, vous êtes en liberté. Et si j'osais, je vous dirais même qu'il dépend de vous de faire en sorte que votre devoir vous oblige un jour à conserver les sentiments que vous avez pour moi. Eh bien là, c'est quelque chose d'assez intéressant qui est dit. Le duc dit qu'elle est en liberté, mais en réalité, ce n'est pas la version de Madame de Lafayette. La princesse, sous le prisme de la passion, sous le joug de la passion, en est esclave. C'est la vision janséniste qui domine ici. Et comme le duc de Nemours n'incarne absolument pas cette vision janséniste, lui, il pense que comme on vit sa passion, on est libre. Sauf que Madame de Lafayette pense l'inverse. La passion vous emprisonne, du point de vue étymologique, vous le verrez dans la prochaine VST. Et donc, du coup, c'est la morale et la vertu qui vont rendre la princesse, à la toute fin, libre. Mon devoir, répliqua-t-elle, me défend de penser jamais à personne, et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde, par des raisons qui vous sont inconnues. Elles ne me le sont peut-être pas, madame, reprit-il, mais ce ne sont point de véritables raisons. Je crois savoir que M. de Clèves m'a cru plus heureux que je n'étais, et qu'il s'est imaginé que vous aviez approuvé des extravagances que la passion m'a fait entreprendre sans votre aveu. Ne parlons point de cette aventure, lui dit-elle. Je n'en saurais soutenir la pensée. Elle me fait honte, et elle m'est aussi trop douloureuse par les suites qu'elle a eues. Il n'est que trop véritable que vous êtes la cause de la mort de M. de Clèves. Les soupçons que lui a donnés votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie, comme si vous lui aviez ôté de vos propres mains. Eh bien oui, puisque M. de Nemours a pris le risque d'aller voir la princesse, qu'ensuite l'homme de main de M. de Clèves est allé lui rapporter partiellement ce qu'il avait vu, ce qui a fait croire à M. de Clèves que la princesse l'avait trompé, eh bien c'est M. de Nemours, par son action d'épier la princesse, qui a poussé M. de Clèves à la mort. Vous voyez ce que je devrais faire si vous n'étiez venus ensemble à ces extrémités et que le même malheur en fût arrivé. Qu'est-ce qu'il ne serait pas passé si les deux hommes s'étaient rencontrés en duel? C'est ça qu'elle semble dire. Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde, mais au mien il n'y a aucune différence puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort et que c'est à cause de moi. Donc là on voit germer la culpabilité de la princesse. Vous ne vous êtes point flatté, lui répondit-elle. Les raisons de me devoir ne me paraîtraient peut-être pas si fortes sans cette distinction dont vous vous doutez. Et c'est elle qui me fait envisager des malheurs à m'attacher à vous.
Et hop là, on voit bien que dans le discours de la princesse, la passion est désormais rattachée non au bonheur, non au plaisir, mais au malheur, aux ennuis, au péril, à la désorganisation. Je n'ai rien à répondre, madame, reprit-il, quand vous me faites voir que vous craignez des malheurs. À nouveau, on revoit le même terme, mais je vous avoue qu'après tout ce que vous avez bien voulu me dire, je ne m'attendais pas à trouver une si cruelle raison. Elle est si peu offensante pour vous, reprit madame de Clèves, que j'ai même beaucoup de peine à vous l'apprendre. Hélas, madame, répliqua-t-il, que pouvez-vous craindre qui me flatte trop après ce que vous venez de me dire? Je peux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle, et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Mais je vous conjure de m'écouter sans vous interrompre. Vous verrez que je vous propose dans la VST numéro 3 la suite de cette conversation.